Nous sommes en 1942. Les ombres de la France de Vichy, l'État fantoche nazi, étaient infestées de dangers. À Lyon, la troisième plus grande ville de France, des affiches commencèrent à apparaître au coin des rues. Un croquis montrait le visage d'une femme aux traits marqués et cheveux mi-longs. L'Abwehr et la Gestapo traquèrent sans relâche la femme qu'ils ne connaissaient que sous le nom de la Dame Boiteuse. La femme sur l'affiche était Virginie Hall, une Américaine avec une jambe de bois qui était l'esprit improbable derrière la résistance française. Les ordres de la Gestapo étaient lents, clairs et stricts. Elle était l'espionne la plus redoutable des Alliés, prêt à tout pour la retrouver et l'éliminer. La Gestapo approchant, les enjeux montaient. Virginia parviendrait-elle à créer un réseau de résistance pour faire tomber la machine de guerre allemande ou serait-elle capturée et la résistance écrasée par le Troisième Reich ? Virginia Hall, appelée affectueusement Dindy par sa famille, est née le 6 avril 1906 de Edwin Lee et Barbara Hall. On pensait que Virginia suivrait sa mère en épousant un homme riche et menant une vie aisée. Son père, Edwin, était un banquier prospère et propriétaire de cinéma à Baltimore, mais Virginia avait d'autres projets. Dès l'école, elle affichait un esprit indépendant et aventureux. Garçon manqué, Virginia affirma à 18 ans dans l'annuaire de 1924 vouloir sa liberté. C'était l'époque de l'émancipation féminine et des garçons. Entre de nouvelles façons de s'habiller, les clubs de jazz et le droit de vote des femmes, Virginia voulait adopter un mode de vie qui promettait la liberté qu'elle désirait tant. Elle aimait chasser et être dehors où elle suivait sa propre voie. Elle n'était pas satisfaite de vivre la vie que sa mère avait imaginée pour elle. Autant elle voulait plaire à ses parents, elle a choisi de rompre ses fiançailles avec un célibataire convenable afin de poursuivre ses études. Virginie rêvait de devenir ambassadrice et n'a pas été découragée par le fait que ce poste était presque exclusivement masculin. Ayant un don pour les langues, elle a commencé ses études universitaires en 1924 à Cambridge, Massachusetts. Un an après, elle a rejoint le Barnard College à Manhattan. L'endroit où toutes les jeunes femmes aisées et indépendantes voulaient en être en 1925 était bien sûr Paris, qui était l'épicentre d'une scène littéraire et artistique passionnante. Ainsi, Virginie a pris la décision de déménager à Paris en 1926 pour poursuivre ses études de langue. Étudiante moyenne, elle a fini par préférer son mode de vie parisien cosmopolite assez court. C'est ici que Virginie est tombée amoureuse du pays pour lequel elle risquera sa vie plusieurs fois. À l'automne 1927, elle a déménagé à Vienne pour y étudier les langues, l'économie et la presse. Elle a également rencontré et est tombée amoureuse d'un jeune officier de l'armée polonaise nommé Émile. Cependant, la relation n'a pas reçu la bénédiction de ses parents et a été rompue. Lors de son séjour en Europe, elle a vu avec consternation la montée du fascisme de Mussolini en Italie et celle du parti nazi d'Hitler en Allemagne, ainsi que son influence en Autriche. Ces philosophies politiques s'opposaient totalement à l'égalitarisme qui animait Virginia. Après avoir terminé avec succès ses études de premier cycle, elle est rentrée chez elle dans le Maryland en 1929. C'était juste avant le krach de Wall Street cet automne-là, qui a ruiné la fortune et les moyens de subsistance de la plupart des Américains. Les Hall n'y ont pas échappé et, quelques années plus tard, Ned Hall est mort d'une crise cardiaque soudaine en 1931. La perte du père attentionné de Virginia a été un choc pour elle. Ned avait accepté les intérêts et les désirs alternatifs de Virginia, allant même jusqu'à lui acheter le fusil de chasse qu'elle appréciait tant utiliser lors de ses sorties de chasse. La mort de son père n'allait cependant pas empêcher Virginia de poursuivre ses ambitions professionnelles. Virginia a été nommée commis à l'ambassade américaine à Varsovie. Son rôle était administratif, mais elle accomplissait ses tâches avec efficacité. Virginia ne se satisferait jamais d'un simple poste de commis de bureau. Refusée une première fois par le département d'État après l'examen du corps diplomatique car elle était une femme, elle a retenté à Varsovie, mais a manqué la date limite sans que cela soit de sa faute.
En avril 1933, elle choisit de s'installer à Izmir, en Turquie, pensant que cela lui offrirait un meilleur accès à la nature et à l'aventure, tandis qu'elle attendait le bon moment pour retenter les examens d'entrée à la diplomatie. C'est ici que la vie de Virginie prit un tournant dramatique et inattendu. Peu après son arrivée en Turquie, Virginie profita de la nature pour chasser la bécassine avec des amis. Le 8 décembre 1933, l'une de ces chasses s'est achevée en tragédie. Munie du fusil calibre 12 légué par son père, Virginie franchit une clôture de fil de fer traversant les zones humides du groupe de chasseurs. Pressée, elle oublia la sécurité de son arme. Par hasard, elle trébucha en franchissant la clôture. En tentant de rattraper l'arme en chute, elle tira accidentellement une cartouche dans son pied. Elle s'est évanouie en perdant beaucoup de sang. Ses amis ont tenté d'arrêter l'hémorragie et l'ont emmenée à l'hôpital le plus proche. La blessure était grave, mais pendant les 3 semaines qui ont suivi l'accident, Virginie semblait bien se rétablir. Cependant, une terrible infection s'est alors déclarée. Sans antibiotiques, il y avait peu de traitements médicaux que l'on pouvait proposer à Virginie. Arrêter l'infection signifiait l'amputation, et c'est précisément ce qui s'est passé. Le jour de Noël 1933, les chirurgiens ont amputé la jambe gauche de Virginie sous le genou. À son réveil après l'opération, Virginie a sombré dans le désespoir, non à cause de la douleur, mais en se demandant comment elle pourrait réaliser ses ambitions. Malgré le succès de l'opération, l'état de Virginie a empiré. Virginie a failli mourir de septicémie. Plus tard, elle dira qu'une vision de son père défunt, Ned, l'encourageant à survivre, lui a donné la force de continuer à se battre. Miraculeusement, Virginie s'en est sortie et, après quelques semaines, elle a été transférée dans un hôpital plus moderne à Istanbul pour se rétablir. Les prothèses étaient alors assez primitives. Virginie porte une jambe de bois encombrante qu'elle a ironiquement appelée « Cuthbert ». Son moignon lui causait toujours des douleurs, qui empirèrent pendant la guerre quand médicaments et fournitures manquaient Banton. Virginie est retournée au travail en mai 1934, contre l'avis de ses médecins. Mais les contraintes sur son corps étaient trop fortes, elle est rentrée aux États-Unis où elle a réappris à marcher et à vivre comme amputée. En novembre 1934, elle a obtenu un poste au consulat américain à Venise. Lors de son séjour, elle a encore postulé comme ambassadrice, mais a été refusée à cause de son handicap. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Virginia a été transférée à Tallinn, la capitale de l'Estonie, un État balte qui connaissait sa propre vague de ferveur nationaliste et l'ascension au pouvoir d'un dictateur fasciste. À la fin des années 30, alors que la guerre menaçait en Europe, elle avait peu à montrer après 7 ans au département d'État américain. Elle a choisi de démissionner de son poste et est restée à Tallinn pendant quelques mois, le temps de planifier la suite de ses projets. L'invasion de la Pologne par Hitler et le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939, ont poussé Virginia à quitter l'Estonie en prenant un bateau de dernière minute pour Londres. Délaissant la diplomatie, Virginia voulut s'engager pour l'effort de guerre des Alliés, mais aucune branche de l'armée britannique n'accepta une femme handicapée américaine. Exaspérée, Virginia retourna à Paris en février 1940, où elle s'engagea comme conductrice d'ambulance militaire à Metz, dans le nord-est de la France. Elle transportait courageusement des soldats blessés du front à un hôpital à Paris, à plus de 300 km souvent sous des bombardements ennemis. L'offensive allemande contre la France débuta le 10 mai 1940. L'armée française fut rapidement vaincue après l'attaque surprise par la forêt des Ardennes, menant à l'abandon de Paris un mois plus tard. Avec la France effectivement conquise, Hitler entra dans Paris et divisa la nation en 2 zones. Au nord et à l'ouest se trouvait la zone occupée par les nazis, et au sud se trouvait la soi-disant zone libre ou non occupée. Le maréchal Philippe Pétain, héros de guerre octogénaire et d'extrême droite, devint chef de la France de Vichy. Bien que neutre officiellement, la France de Vichy était en réalité un État fantoche contrôlé par le Troisième Reich.
Pétain signa vite un armistice avec Hitler, ouvrant une période de collaboration avec les nazis jusqu'à la libération de la France en juin 1944. Après la dissolution de son unité, Virginia dut se replier avec l'armée française vers le centre de la France. En août 1940, elle traversa la zone non occupée où elle comptait rejoindre l'Angleterre. Virginia ne savait pas comment, mais elle était résolue à revenir un jour en France pour aider à libérer le pays qu'elle avait appris à aimer. Une rencontre fortuite avec l'agent britannique sous couverture George Bellows dans une gare espagnole allait lancer la nouvelle vie de Virginia comme espionne professionnelle et agent secret. Bellows se faisait passer pour un vendeur et affirmait pouvoir organiser le retour de Virginia à Londres. En fait, il cherchait de nouvelles recrues. Ils ont discuté, Virginia évoquant la situation difficile du peuple français et ses exploits comme conductrice d'ambulance militaire. Bellows, impressionné par sa passion et son courage sous le feu, a décidé de donner à Virginia le numéro d'un ami à Londres. Cet ami n'était autre que Nicholas Boddington, le nouveau chef de la section F du Special Operations Executive britannique, connu sous le nom de Special Operations Executive. Créé par le gouvernement britannique comme organisation secrète autonome sous l'autorité du Premier ministre, le Special Operations Executive menait une guerre de sabotage et de subversion contre les Allemands en France. Ne comprenant pas vraiment à quoi Bellows faisait allusion, Virginie oublia vite le numéro en se concentrant sur ses préparatifs de voyage. Elle est rentrée saine et sauve à Londres, puis a décidé de retourner aux États-Unis, voir sa mère inquiète de ses aventures en Europe. Les plans de Virginie furent cependant contrecarrés par la guerre et elle ne parvint pas à obtenir le précieux billet pour la traversée de l'Atlantique. Coincée à Londres, Virginie se rappela soudain sa conversation avec l'homme en Espagne et le numéro de téléphone toujours dans la poche de son manteau. Elle passa l'appel et, après une brève discussion avec Nicholas Boddington, fut invitée chez lui pour dîner. Nicholas Boddington fut visiblement aussi impressionné que Bellows par Virginie, puisqu'il se rendit dès le lendemain au Special Operations Executive 64 Baker Street pour recommander en urgence sa nomination comme agent de liaison secret pour la section F. Ici, la citoyenneté américaine de Virginie l'avantageait, car l'Amérique n'était pas encore en guerre. Voyager entre la France et chez elle était bien plus simple pour elle. Les méthodes et tactiques du Special Operations Executive différaient nettement de l'espionnage traditionnel des services de renseignement britanniques. Les agents du Special Operations Executive opérèrent derrière les lignes ennemies, ne comptant que sur leur ingéniosité. Sous le nom de code Géologue 5, la mission principale de Virginia était de coordonner et d'organiser un réseau de résistance clandestin qui serait en mesure de soutenir l'effort de guerre allié lorsque celui-ci serait finalement capable de lancer une contre-offensive contre les Allemands. En février 1941, à 35 ans, Virginia s'est rendue dans la New Forest à Bournemouth pour suivre une formation intensive en espionnage, sabotage et tactique de guérilla. Un poste de correspondante étrangère pour le New York Post servait de couverture à Virginia. Son travail de journaliste avait un double but. Il était essentiel de garder sa couverture, mais surtout cela permettait à Virginia de coder des informations vitales pour le Special Operations Executive. Munie d'une formation basique, de capsules de poison et de sa volonté, Virginia partit pour la zone non occupée de la France le 23 août 1941. Arrivée à Vichy le 3 septembre, Virginia annonça aussitôt sa présence sous son vrai nom comme envoyée spéciale du New York Post. Elle se mit aussitôt à rédiger des articles aussi informatifs que possible sur la situation en France dans la limite de sa couverture. Elle noua des liens, notamment avec l'ambassadeur américain William Leahy et Suzanne Bertillon, principal censeur de la presse étrangère au ministère de l'Information de Vichy. Suzanne et Virginia devinrent amies, ce qui permit aux articles de Virginia envoyés au quartier général du Special Operations Executive de ne pas être censurés. Pourtant, Virginia s'est battue dès le début pour nouer des contacts et susciter un esprit de résistance. Même si la France de Vichy n'était pas officiellement occupée,
elle regorgeait d'agents de la Gestapo, et la police de Vichy, sous contrôle nazi, représentait aussi une menace. L'ambassadeur américain susmentionné avait également interdit que toute activité clandestine soit menée par l'intermédiaire de son bureau. Sans doute parce que l'Amérique n'était pas encore en guerre et que l'espionnage nuisait à l'image d'un pays neutre. Virginie décide, un mois après, de partir à Lyon, 3e ville de France. Ici, elle pensait qu'elle aurait plus de succès, loin du regard méfiant de l'ambassadeur américain. Elle avait entendu que la résistance commençait à se faire entendre en ville. C'était aussi idéalement situé près de la frontière suisse, ce qui permettrait une fuite rapide si nécessaire. Mais la ville abritait aussi Klaus Barbie, chef SS de la Gestapo à Lyon. Avec plus d'opportunités, le danger croissait également. La ville était également pleine de réfugiés fuyant l'invasion nazie. La nourriture était rationnée et trouver un logement était presque impossible. Virginia a dû se contenter d'une chambre dans un couvent. Le couvre-feu de 18h30 n'était pas vraiment idéal pour lancer un mouvement de résistance. Néanmoins, le couvent étant devenu la première et peut-être la plus fiable planque du Special Operations Executive, Virginia trouva rapidement une chambre au Grand Nouvel Hôtel en centre-ville. Ce lieu devint sa première base d'opération, d'où elle dirigea la majorité de ses activités. Virginia se fit vite des contacts en ville, dont le vice-consul américain George Whittinghill. Être américain ne garantissait pas qu'il serait prêt à coopérer. Les dénonciations étaient fréquentes, et Virginia devait agir avec tact, quel que soit le recruteur. Whittinghill s'est montré compréhensif et est devenu l'un des premiers à rejoindre Virginia. Il a aidé à faire passer des messages hors de France vers l'ambassade américaine à Berne pour qu'ils soient transmis à Londres. Cela se faisait en utilisant une valise diplomatique, qui normalement n'était pas fouillée par les autorités. Durant la mission de Virginie, la valise diplomatique était souvent son unique lien avec le Special Operations Executive à Londres. En octobre 1941, une douzaine d'agents et de nombreux colis d'argent, de cartes de rationnement et de fournitures furent parachutés en France. 2 contacts amicaux notables établis par Virginie à Lyon étaient le gynécologue Dr Jean Rousset et la propriétaire de bordel Germain Guérin. Ces 2 personnes ont fourni des refuges sûrs aux agents du Special Operations Executive et à d'autres alliés pour se cacher avant de s'échapper à travers la frontière française. Rousset délivrait aussi un certificat de bonne santé aux prostituées, de Germain atteintes de maladies vénériennes. Ces maladies ont été volontairement transmises aux soldats allemands dans les bordels. Une autre tactique consistait pour les prostituées à inciter les soldats à essayer l'héroïne, dont ils devenaient rapidement dépendants, les rendant ainsi inutiles en tant que soldats dans MDD dans l'armée allemande. Virginie s'efforçait d'aider tous ceux qui la sollicitaient en organisant l'évasion de nombreux aviateurs alliés abattus et d'agents infiltrés devant franchir les frontières françaises. Tandis que Virginie formait son réseau d'agents, des groupes dissidents désorganisés en France menaient leurs propres actions de sabotage et de guérilla contre l'occupation nazie. L'assassinat d'un colonel allemand à Nantes a entraîné une répression brutale, avec l'exécution de 48 Français innocents. L'objectif principal du Special Operations Executive était de créer un réseau de cellules dormantes. Ces cellules resteraient dormantes jusqu'à l'arrivée des forces alliées officielles en France. Les attaques des mains de la résistance, informelles, désorganisées et en grande partie inefficaces, représentaient un risque pour l'opération du Special Operations Executive. Là où d'autres ont échoué, Virginie a réussi. Son réseau appelé Éclair comptait de nombreux informateurs, contrebandiers, confidents et saboteurs. Virginie ne se doutait pas que l'opération du Special Operations Executive allait perdre tout soutien soudainement. Le Special Operations Executive visait notamment à infiltrer des opérateurs radio pour renforcer la communication avec les agents sur le terrain. Alors que Virginie pouvait communiquer par la valise diplomatique, le processus était lourd et lent. Longtemps, un seul agent radio opérait sous couverture en France. Georges Bègue, situé à 320 km de Virginie, ne lui était donc pas très utile. Transmettre sans fil, bien que plus efficace, était risqué. La police de Vichy utilisait des méthodes pour localiser les émissions avec leurs fourgonnettes noires. Georges transmettait depuis la France depuis trop longtemps et l'étau se resserrait chaque jour davantage autour de lui.
Un deuxième opérateur radio, dont le nom de code était Christophe, a été assommé lors de son atterrissage en parachute en France, puis capturé par la police de Vichy. Après sa libération, Christophe s'est installé dans une planque à Marseille, connue sous le nom de Villa des Bois. En octobre 1941, de nombreux agents et opérateurs radio du Special Operations Executive étaient déjà déployés en France. Cela comprenait Jean-Philippe Le Harviel, qui devait servir d'opérateur radio pour Virginia. Vers la fin de ce mois, et en totale violation de tous les protocoles de sécurité, Christophe invita tous les agents connus du Special Operations Executive dans le sud de la France à le rencontrer à la Villa des Bois. Le Special Operations Executive et ses agents ignoraient tant que la Villa des Bois était déjà compromise. La police de Vichy a découvert l'emplacement grâce à un agent du Special Operations Executive capturé, porteur d'informations lors de son parachutage en France. Quelque chose ne semblait pas normal à Virginie et elle décida sagement de ne pas accepter l'invitation, malgré le fait qu'elle avait passé les 7 dernières semaines seule, se sentant isolée et coupée du Special Operations Executive et de ses collègues. Malheureusement, les autres ont été moins prudents. Une douzaine d'agents et d'opérateurs radio sont allés à la villa en 2 semaines. Les agents sont tombés directement dans le piège tendu par la force française de lutte contre le terrorisme, la redoutable Sûreté. Les agents ont été arrêtés un par un. Sauf miracle, ils risquent le peloton d'exécution. Ce qui est devenu connu sous le nom de souricière de Marseille fut une grande victoire pour le régime de Vichy et un revers majeur pour le Special Operations Executive. Les arrestations ont effectivement anéanti les efforts déployés au cours des mois précédents pour développer un réseau d'espions en France. Virginia Hall était l'une des rares agents encore en liberté en France. Suite à l'arrestation de tous les opérateurs radio sans fil, elle seule pouvait communiquer avec le quartier général du Special Operations Executive via la valise diplomatique. Les mois qui suivirent furent une nouvelle épreuve pour Virginia. Les réseaux du Special Operations Executive en France avaient été anéantis. De plus, l'Amérique entra en guerre le 7 décembre 1941 après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Aux côtés des agents du Special Operations Executive Peter Churchill et Benjamin Coburn, Virginia travaillait. Ce qui la préoccupait le plus, c'était de savoir comment libérer les agents de leur captivité. Les agents capturés furent appelés Clan Cameron. Leur évasion était cruciale pour leur survie et le succès des opérations du Special Operations Executive. Le premier défi consistait à déterminer où ils étaient détenus. Plus ils restaient en détention, plus il était probable qu'ils seraient torturés puis exécutés. Ils étaient détenus à la prison de Périgueux, dans le sud-ouest de la France. La prison était une forteresse imprenable, et les chances de s'évader étaient pratiquement nulles. L'agente du Special Operations Executive Gaby Bloch avait été arrêtée avec son mari Jean-Pierre Bloch. Libérée de garde à vue, Gaby a contacté Virginie pour voir comment elle pouvait aider. Grâce à ses contacts, Virginie a appris par un télégramme reçu de l'ambassadeur américain Leahy le 14 mars 1942 que les Cameron allaient être transférés de la prison de Périgueux vers un camp d'internement de Vichy à Mozac. Le plan initial était que les prisonniers s'évadent pendant le trajet de la prison au camp. Cette idée est tombée à l'eau car les prisonniers mal nourris étaient un peu susceptibles de pouvoir s'enfuir à pied. Ils devaient être transportés enchaînés et les gardes de Vichy avaient à ordre de tirer sur quiconque tentait de s'évader. Moins fortifié que Périgueux, Mozac était néanmoins entouré de 2 clôtures de barbelés et de plusieurs miradors. Même logés dans des baraquements ouverts, s'évader restait très difficile. Les conditions du camp étaient bien meilleures pour les Cameron et ils commencèrent à retrouver des forces grâce à une alimentation améliorée et à la possibilité de faire de l'exercice. Pendant la journée, les prisonniers jouaient à la pétanque. Ils se servaient de leur partie pour estimer le temps nécessaire à traverser les baraquements jusqu'à la clôture de la prison. Ils apprenaient aussi où se trouvèrent les angles morts des miradors et quels endroits du sol dissimuleraient le mieux leurs traces. À ce stade, Virginie était activement recherchée par la Gestapo et la police de Vichy. Elle ne pouvait pas se montrer près du camp de Moussac, alors Gaby parcourait 55 km 3 fois par semaine pour rendre visite à son mari toujours emprisonné. Le but de ces visites était aussi de traîner dans le bar de l'hôtel local où les gardiens du camp se réunissaient pour boire. Elle laissait entendre bruyamment qu'une victoire des Alliés était probable dans la guerre et qu'il y aurait des récompenses potentielles pour ceux qui pourraient aider à accélérer sa fin. Gaby s'est liée d'amitié avec le garde José Séville, qui s'est révélé un précieux allié.
Grâce aux provisions et aux fonds fournis par Virginie, Gaby a pu faire passer clandestinement des messages, du matériel et des fournitures essentielles nécessaires à l'évasion. Un pot de confiture cachait une lime. Sous du linge propre se trouvait une paire de pinces coupantes. Des livres évidés cachaient un tournevis, un marteau et des boîtes de sardines fournissaient entassés de métal pour fabriquer outils et lames. Georges réussit à fabriquer une clé pour la porte de leur baraquement en utilisant le métal des boîtes de sardines et du pain pour faire un moule de la serrure. Pendant qu'il martelait et taillait la clé de fortune, les autres détenus chantaient des chœurs aussi forts qu'ils le pouvaient pour couvrir le bruit. Séville, recruté par Gaby au bar, a aidé au plan d'évasion en persuadant le commandant que la tour de guet, proche de la baraque des Cameron, était inutilisable la nuit. Pendant ce temps, Virginie prenait des dispositions essentielles pour les Cameron après leur départ du camp. Les hommes traverseraient les Pyrénées plutôt pour entrer en Espagne, puis retourneraient à Londres. Virginie s'occupait de maisons sûres, de faux papiers, de chauffeurs, de cartes de rationnement et de billets de train pour l'évasion. Alors que le plan d'évasion était sur le point d'être exécuté, Virginie fut rappelée à Londres par le Special Operation Executive. Elle avait travaillé sous couverture depuis bien trop longtemps, et le Special Operation Executive craignait qu'elle ne soit bientôt arrêtée. Virginie savait qu'elle devait accélérer les choses, alors elle élabora une fois de plus un plan astucieux. Elle sollicita l'aide d'un prêtre français de 70 ans. C'était un vétéran de la Grande Guerre, où il avait perdu ses 2 jambes. Ce prêtre avait commencé à faire des visites pastorales au camp, et sa position ainsi que son handicap faisaient de lui un candidat idéal pour introduire clandestinement une radio. Il cacha la radio sous sa soutane, dans son fauteuil roulant. Il pouvait passer du temps seul avec les prisonniers dans leur baraquement, où il sortait la radio à leur étonnement. Georges ne perdit pas de temps pour l'installer, ce qui comprenait le passage d'un câble et d'une antenne jusqu'à la clôture du périmètre du camp. Il transmit aussitôt et établit le contact avec le quartier général du Special Operations Executive. De retour à Londres, le Special Operations Executive fut stupéfait d'entendre Georges, surtout lorsqu'ils apprirent qu'il transmettait depuis l'intérieur du camp de prisonniers. Il informa le Special Operations Executive de la date prévue de l'évasion, permettant à Virginie de gagner du temps. Les prisonniers avaient un autre problème interne. L'un d'eux a refusé l'évasion par peur de représailles contre sa famille. Il avait menacé d'alerter les gardes du camp s'ils mettaient leur plan d'évasion à exécution. Les autres ont seulement pensé à droguer la bière de cet homme le soir de l'évasion pour l'endormir et le laisser derrière eux. À ce stade, les plans d'évasion touchaient à leur fin, mais la clé fabriquée par les prisonniers ne tournait pas dans la serrure de la baraque. Ils ont dû rapidement fabriquer une nouvelle clé avant la fin de la nouvelle lune, quand les nuits étaient peut-être les plus sombres. Heureusement, la nouvelle clé a fonctionné et Virginie a donné aux prisonniers un signal convenu à l'avance le 15 juillet 1942, confirmant que l'évasion devait avoir lieu cette nuit-là. Séville a saoulé le chef du camp et les principaux gardes cette nuit-là pour garantir leur inattention. Il avait aussi recruté le garde de la tour numéro 7 pour qu'il allume une cigarette au bon moment, signalant ainsi aux hommes que la voie était libre vers la clôture. Cependant, le garde a abandonné l'équipe, laissant Séville et les prisonniers attendre le signal pendant des heures d'agonie. Séville, réalisant que le garde ne viendrait pas, a grimpé lui-même dans la tour de guet à 3 heures du matin. Il a allumé sa pipe, signalant aux Camerons de tenter leur chance et de fuir. Les hommes ont ouvert la caserne et ont suivi un à un une corde allant de la caserne à la clôture du camp. Chaque homme signalait en tirant la corde en atteignant la clôture. Un tirage signifiait que tout était clair, et 3 tirages courts indiquèrent un danger et qu'il fallait attendre. Les prisonniers ont croisé un garde dans une situation trop risquée pour être confortable. Heureusement, il comptait parmi les gardes favorables à leur cause. Il a simplement demandé aux hommes de faire moins de bruit, puis a continué sa ronde. En 12 minutes, les 12 hommes ont franchi clôture et barbelé de la prison et se sont échappés, retrouvant à l'extérieur le sergent cuisinier complice de leur évasion. Ils ont voyagé par groupes de 2 ou 3 jusqu'à un creux à quelques kilomètres où leur chauffeur les attendait. Ils ont été emmenés discrètement et se sont réfugiés dans une planque qui avait été bien approvisionnée en vivres sur les instructions de Virginie. Les gardes du camp ne se sont rendus compte de l'évasion qu'au lever du jour, le lendemain matin. Une grande chasse à l'homme a aussitôt été lancée pour retrouver les hommes. La répression menée par la Gestapo à la suite de cette évasion embarrassante fut tout simplement brutale.
Le haut commandement allemand était déjà de plus en plus frustré par le mouvement de résistance qui prenait de l'ampleur dans la zone libre française, et l'évasion de la prison de Mozac fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La répression d'Hitler fut sévère, les raids et les fouilles s'intensifièrent, et pratiquement toute l'opération du Special Operations Executive se mit au vert en attendant que les choses ne se calment. Virginie fit répandre par les membres de son réseau la rumeur selon laquelle les évadés avaient été récupérés par des bombardiers de la Royal Air Force et n'étaient plus en France. Bien que la Gestapo fouillait partout en France, ils ne trouvèrent rien. Après une chasse à l'homme intensive de 2 semaines, les recherches furent abandonnées. Les Cameron étaient en sécurité. Au cours des 2 semaines suivantes, les Cameron regagnèrent lentement Lyon en camion et en train, et après avoir retrouvé Virginia, ils furent donc séparés dans différentes planques pour éviter d'attirer l'attention. Les 12 hommes finirent tous par rentrer à Londres. L'évasion de la prison de Morzak, orchestrée par Virginia, Gaby Bloch et d'autres complices, devint légendaire au sein du Special Operations Executive. L'historien officiel du Special Operations Executive MRD Foot la considère comme l'une des opérations les plus utiles de la guerre. Le Special Operations Executive Virginia et son réseau en pleine expansion étaient au sommet de leur forme. Leur succès et leur efficacité comme mouvement de résistance en France grandissaient, mais ils ignoraient pensant que tout cela allait bientôt s'effondrer. Malgré les nombreuses brûlantes précautions que Virginia prenait dans ses activités quotidiennes, plus elle restait longtemps en France, plus il devenait presque inévitable que son réseau soit infiltré par l'ennemi. La seule question sans réponse était de savoir combien de dégâts l'ennemi serait capable d'infliger. Les nazis avaient découvert que la chef de la résistance clandestine à Lyon était une femme. Ils ignoraient son nom et ne la connaissaient que comme la Dame Boiteuse. Virginie savait que l'étau se resserrait rapidement autour d'elle et que chacun de ses mouvements était surveillé. Elle ignorait comment les nazis restaient si proches d'elle. Quelques semaines avant l'évasion de Mozac, un jeune prêtre aux yeux bleus, Robert Allèche, lui avait été présenté par son fidèle confident, le docteur Roussette. Malgré son fort accent allemand, il affirmait être un patriote français, ayant grandi près de la frontière allemande dans la région d'Alsace. Il affirmait que son père avait été tué par les nazis et qu'il voulait se venger. Virginie se méfiait du jeune prêtre, mais lui permit d'accéder à son réseau et de collaborer avec le docteur Rousset pour obtenir des informations sur le mur de l'Atlantique. En fait, Robert Allèche était l'agent Axel, infiltré de l'Abwehr dans le réseau de Virginie. Bien qu'Axel n'ait jamais réussi à révéler l'emplacement précis de Virginie, les dégâts qu'il causa à la résistance française furent immenses. L'agent Axel a mené l'Abwehr à de nombreux agents secondaires du Special Operations Executive et résistants. L'Abwehr a aussi appris que les Alliés prévoyaient de débarquer une force expéditionnaire à Dieppe, dans le nord de la France. À leur arrivée en août 1942, les forces alliées ont affronté une résistance inattendue, entraînant la capture, la mort ou la blessure de 4000 soldats. Même si l'Abwehr infiltrait déjà le réseau éclair de Virginie, le cours de la guerre changeait. À l'automne 1942, la Wehrmacht fut encerclée par l'armée rouge, les Britanniques libérèrent la Libye et l'Égypte en octobre, et les forces de l'Axe furent acculées en Tunisie. Lors de l'opération Torche en novembre 1942, les forces américaines ont débarqué en Algérie et au Maroc pour chasser l'armée allemande d'Afrique du Nord. Suite au débarquement allié en Afrique du Nord, Hitler a ordonné l'occupation immédiate de la Corse et du sud de la France par les forces allemandes. C'était la fin de la France de Vichy, officiellement indépendante. L'occupation militaire directe de Lyon par les Allemands signifiait que Virginie ne pouvait plus rester en France. Grâce à son vaste réseau d'informateurs, Virginie a été prévenue avant l'invasion de la zone libre par les nazis. Elle a réuni ses documents et son argent, puis a pris le dernier train quittant Lyon 3 jours avant l'entrée de la Wehrmacht, le 8 novembre 1942. Le train a emmené Virginie à Perpignan, une vieille ville catalane située à une vingtaine de kilomètres de la frontière espagnole, le long du versant et des Pyrénées. Ces montagnes étaient son seul moyen de passer en Espagne, ce qu'elle devrait faire à pied. Elle engagea un guide local, réputé pour son penchant à abandonner ses clients s'ils devenaient trop lents.
Son expérience de traverser des 80 km des Pyrénées fit regretter à Virginie encore une fois d'avoir oublié la sécurité de son fusil ce jour fatidique en Turquie. Sa jambe gauche lui causait une douleur intense, sa prothèse frottant contre son moignon jusqu'à ce qu'il saigne abondamment. Le voyage aurait déjà été assez difficile sans son handicap, et son effort n'en était que plus courageux. Elle est restée en contact radio avec le Special Operations Executive pendant la traversée, mentionnant notamment que Cuthbert était pénible, mais qu'elle pouvait gérer. Assez amusant, l'opérateur radio à l'autre bout ne s'est pas rendu compte qu'elle parlait de sa prothèse affectueusement nommée, et a donc répondu qu'elle devrait le faire éliminer. Malgré les difficultés, Virginie et son guide ont descendu la chaîne de montagne 3 jours plus tard, arrivant sains et saufs dans une ville frontalière espagnole. Virginie a été rapidement arrêtée par les autorités espagnoles pour avoir franchi illégalement la frontière, mais l'ambassade américaine a obtenu sa libération peu de temps après. De là, elle a pu retourner en Angleterre. Après son évasion de France, Virginie a vécu une période frustrante. La direction du Special Operations Executive lui interdisait de retourner en France, jugeant sa notoriété trop risquée. Virginie a reçu un poste administratif, organisant des planques pour les agents en Espagne. Ce n'était pas le traitement qu'un héros mérite, mais Virginie n'a jamais cherché les honneurs ni la célébrité. En 1942, les Américains ont créé leur propre version du Special Operations Executive, qu'ils ont appelé l'Office des services stratégiques, l'Office des services stratégiques. Les préparatifs alliés pour l'invasion de la Normandie s'intensifiaient. Le chef de l'Office des services stratégiques, William Donovan, voulait renforcer les opérations clandestines de l'agence en France. Il savait qu'il n'y avait personne de mieux à appeler que Virginia Hall. Virginia est revenue en France sur une canonnière américaine le 21 mars 1944 pour reprendre son rôle d'espionne redoutée des Allemands. Pour surmonter le problème d'être reconnue, elle s'est déguisée avec du maquillage et s'est habillée en vieille paysanne. Virginia était avec Henri Lasso, agent de l'Office des services stratégiques de 62 ans, futur chef du réseau de résistance Saint. Entre mars et juillet 1944, Virginia s'est révélée aussi efficace que jamais. Fournissant des armes à divers groupes de résistance et menant des sabotages perturbateurs contre l'infrastructure et les soldats allemands. Elle s'est ensuite installée dans le sud de la France, aidant des groupes de guérilla de résistants français et belges fuyant la conscription nazie. Les maquisards acceptèrent à contre-cœur l'autorité de Virginie, et les 3 bataillons qu'elle dirigeait gênèrent fortement les préparatifs défensifs nazis contre l'invasion alliée. En 1944, Virginie travaillait aussi dur que jamais. En 8 semaines, elle transmit 37 rapports de renseignement, supervisa la livraison de 27 parachutages de fournitures essentielles à la résistance française et organisa et dirigea les activités de 1500 résistants. Elle mena également des attaques réussies qui entraînèrent la mort de plus de 170 soldats allemands et la capture de 800 autres. La mission de Virginia fut un grand succès. À la fin de l'année 1944, la défaite des nazis était quasiment certaine. Les Alliés ont envahi par l'ouest, l'Union soviétique a repoussé la Wehrmacht par l'est. Bien qu'il y ait d'innombrables autres hommes et femmes courageux qui ont travaillé sans relâche pour soutenir la résistance, le rôle de Virginia dans le sud de la France ne peut être sous-estimé. Sa contribution a été reconnue lorsqu'elle a reçu la Distinguished Service Cross en septembre 1945, remise par le général William Joseph Donovan. Fidèle à elle-même, Virginia a refusé la cérémonie publique de remise de prix voulue par le président Truman, étant encore en service actif. Elle craignait que la publicité puisse la compromettre. Elle et ses agents. Virginia a également été faite membre honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique, membre de l'Ordre de l'Empire britannique, et a reçu la Croix de guerre avec palme de la part de la France. Après la guerre, Virginia est revenue en France dans un contexte très différent pour découvrir le sort de ses collaborateurs proches. Beaucoup ont été capturés et envoyés dans des camps de concentration. Certains ont survécu et retrouvé la liberté en France. En 1947, Virginie a rejoint la CIA où elle a continué à faire face à la discrimination en raison de son sexe et de son handicap. Affectée à un poste de bureau, elle a toujours été ignorée pour les promotions.
Elle est revenue en France dans les années 1950 pour organiser des groupes de résistance contre une éventuelle attaque soviétique et lutter contre la propagation du communisme en Europe de l'Ouest. Virginia a pris sa retraite de l'espionnage en 1960. Durant sa carrière d'espionne, elle a évité les liaisons inutiles. Mais Virginia est tombée amoureuse du lieutenant de l'Office des services stratégiques Paul Goyleau, qu'elle a dit qu'elle a épousé en 1957. Le couple a déménagé dans une ferme du Maryland où elle a vécu jusqu'à sa mort le 8 juillet 1982. Virginia n'a jamais beaucoup parlé de sa carrière dans le renseignement militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela l'a fait tomber dans l'oubli. Ce n'est que bien plus tard, au XXIe siècle, après sa mort, que la curiosité du public pour l'histoire de la vie de Virginia a été éveillée. Cela est en partie dû à 2 excellents livres sur le sujet, mentionnés dans la description de cette vidéo. On peut seulement se demander si, après sa retraite, Virginia a repensé à sa vie avec satisfaction, sachant qu'elle avait non seulement assuré sa propre liberté, mais aussi celle de millions de personnes à travers le monde.